Je vois qu'on a pas mal de personnes qui nous disent que tout est OK, donc on va pouvoir tranquillement démarrer. Maxime, peut-être on te laisse la main dans ce cas. Ok, bah si tout est bon pour vous, alors commençons. Donc, on a laissé les 3 minutes traditionnelles, donc allons-y. Bah, écoutez, bienvenue à tous et tout d'abord, bah, bonne année à tous ceux à qui je n'ai pas eu l'occasion de la souhaiter et tous ceux que je ne connais pas d'ailleurs. Aujourd'hui, donc l'idée c'est de vous présenter un webinaire sur les réglementations ESG qui arrivent en 2021. Aujourd'hui, donc, je suis accompagné de Kim, Guillaume et Sarah qui vont se présenter successivement, bien évidemment. En introduction, je vais peut-être me présenter moi. Donc, moi, je suis Maxime Puni, je suis responsable commercial chez Scalerisk, particulièrement sur la partie offre ESG, qui, pour la petite histoire, a été créée par Scalerisk il y a un peu moins de 2 ans. Scalerisk, en quelques mots, c'est un éditeur de logiciels français qui s'attaque à toutes les questions de gestion de données, afin de régler des problématiques plutôt métier. Donc, on a traité pas mal de problématiques et l'ESG est une problématique phare pour les gestionnaires d'actifs. Et on s'est rendu compte très rapidement que c'était aussi une question de données et une question de réglementation. Donc, on a déjà abordé dans le précédent webinaire les questions autour de la donnée. Aujourd'hui, on va aborder les questions autour de la réglementation, puisqu'en fait, on s'est aperçu, en rencontrant à peu près tout le marché de la gestion d'actifs française et d'autres acteurs d'ailleurs, que c'était quand même assez compliqué au sein des entreprises de mettre en place toutes ces nouvelles réglementations. Donc voilà pour ma petite présentation et la présentation de Scalerisk. L'idée, c'est pas qu'on fasse ça autour de Scalerisk, mais bien autour des experts qui sont présents aujourd'hui. Donc je vais commencer, j'aurais tendance à laisser Sarah se présenter en premier, mais je vais pas faire cette erreur, parce que ça ne va pas dans le fil des choses. Donc Kim, je t'en prie, je vais te laisser te présenter. Je vais passer en premier. Donc, bonjour à tous, je suis donc Kim Nguyen, je suis alors je ne sais pas si on doit encore mentionner nos diplômes du siècle dernier, mais je suis un diplômé de Sciences Po et je suis titulaire d'un MBA d'université américaine. J'ai fait toute ma carrière dans le conseil en finance, dans plusieurs structures, et j'ai fondé ma propre structure en 2000, qui s'appelle Forward Finance, qui est un cabinet, qui est toujours un cabinet dédié au conseil en financier pour les institutionnels, que j'ai quitté il y a à peu près 1 an, et j'ai recréé une structure qui s'appelle Kermit, qui est un cabinet dédié au conseil responsable pour les professionnels financiers, sur la finance, centré sur la finance toujours, mais vraiment dans un axe très responsable. Kermit étant une entreprise très à la mode, une entreprise à mission et une entreprise à impact, puisqu'on donne une partie de notre chiffre d'affaires à des associations. Donc on essaie de se mettre en forme avec ce qu'on plaide et ce qu'on propose en consulting. Voilà. Et je suis président et cofondateur de cette structure où j'ai une associée qui m'a rejoint depuis octobre. Voilà. Très bien. Merci Kim. Guillaume, je t'en prie. À toi de Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Guillaume Mondreux. Je suis directeur associé au sein de Juliette Sterwen, qui est un cabinet de conseil en organisation et en stratégie. Pour ma part, j'accompagne les acteurs de la gestion d'actifs, de la banque privée, de la BFI dans leurs projets de transformation et plus spécifiquement sur les projets réglementaires. Alors, bon, comme tous ici, naturellement, j'ai un intérêt marqué pour les thématiques ESG. Qui se matérialise notamment par la publication d'articles. Alors, j'ai publié un article le mois dernier dans la GFI sur les défis méthodologiques liés à l'impact investing. Je publie un autre sur les stratégies data ESG le mois prochain dans Revue Banque. Et voilà, donc là, je suis ici en qualité de membre enthousiaste des acteurs de la finance responsable. Et c'est avec grand plaisir que j'ai répondu à l'invitation de Sarah, Olivia, Maxime pour apporter ma pierre à ce webinaire. Merci beaucoup Guillaume, et du coup on termine par la meilleure. Sarah, je t'en prie. Toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci à tous les trois effectivement d'être à mes côtés pour ce premier webinaire de l'année. Alors, pour commencer, peut-être une réponse à une question. Mathéo, vous nous demandez si le webinaire sera enregistré. Oui, c'est le cas. Et il sera accessible sur le site internet de Scalerisk et le site internet de l'association Les Acteurs de la Finance Responsable. Dans les meilleurs délais, c'est promis. Pour enchaîner, donc effectivement, je m'appelle Sarah Labbé, je suis ravie de vous accueillir pour ce premier webinaire de l'année. Pour vous en dire un petit peu plus à mon sujet, je suis cofondatrice de l'association Les Acteurs de la Finance Responsable. C'est une association qui a été créée au printemps de l'année dernière et qui a pour ambition de fédérer une communauté d'experts de la finance responsable et de contribuer finalement au développement des bonnes pratiques autour de ces grands enjeux français et internationaux.
Je suis aussi intervenante dans plusieurs universités et consultante pour l'entreprise Scaled Risk que j'accompagne dans le cadre du développement de leur plateforme ESG. Et c'est pour ces raisons-là qu'en fait, on a décidé de créer ce webinaire en partenariat pour essayer de rassembler les forces et d'embarquer une communauté à nos côtés sur ces grands sujets que sont la donnée et la réglementation pour l'ESG. Pour enchaîner, effectivement, comme tu l'as très bien souligné, Maxime, l'objectif de cette série de webinaires va être à la fois de sensibiliser à ces enjeux réglementaires, mais aussi de questionner sur la place croissante que va avoir la donnée extra-financière dans la gestion ces prochaines années. En effet, entre l'accélération rapide du changement climatique, l'enchaînement des crises sociales, l'érosion accélérée de la biodiversité, et aussi, bien entendu, la dernière crise sanitaire qui nous a tous un petit peu perturbés. Tous ces grands thèmes ont enclenché une nouvelle frénésie de régulation financière. Et cette fois-ci, l'accent a été mis sur les aspects ESG qui appellent fondamentalement à une transformation très profonde de notre système économique afin de prendre mieux en compte toutes ces questions extra-financières et donc, d'une part, d'affiner nos choix d'investissement, mais aussi de mieux maîtriser nos risques. C'est en tout cas les grands sujets. Et effectivement, donc l'accent a été mis côté réglementaire sur ces grands aspects ESG et l'Union européenne et la France se sont inscrites dans cette dynamique en travaillant notamment à l'adoption d'une série de normes qui orientent le comportement et vont continuer à orienter le comportement des acteurs financiers. D'un côté, l'Union européenne, grâce à son plan européen pour la finance responsable, il faut envisager tout de même que l'Union européenne disposera bientôt du cadre réglementaire le plus avancé, le plus abondant au monde. Donc, il y a de quoi être fier d'être européen sur ces sujets, même si on considère souvent que la réglementaire est aussi une contrainte, mais c'est une bonne nouvelle pour la planète. Et de l'autre côté, il y a aussi de quoi être fier d'être français, puisque la France n'est vraiment pas en reste sur ces sujets. Elle s'est positionnée ces dernières années comme moteur sur les enjeux extra-financiers, avec d'une part l'adoption de l'article 173, mais aussi à travers d'autres initiatives. On le voit encore cette semaine avec le One Planet Summit qui se tient sur les thèmes liés à la biodiversité. Cela dit, une fois qu'on s'est dit tout ça, il faut reconnaître que cette importante production normative va nous faire peut-être nous sentir parfois un peu dépassés par la masse d'informations. Et c'est justement la raison pour laquelle on a développé ce webinaire et pour laquelle nos invités, donc Kim Nguyen et Guillaume Andreu, ont travaillé très dur pendant les fêtes pour nous. Donc merci à vous pour que voilà, on puisse y voir clair en ce début d'année, on puisse débriefer un peu des grands aspects qui nous attendent en 2021. Et bien entendu, avis aux participants, vous pouvez à tout moment poser vos questions dans le chat. On les récupère au fur et à mesure et puis on les posera à nos invités et on discutera de ces questions après une première partie plutôt sous un format de présentation. Commençons donc. Une première question pour toi, Kim. Je vais te laisser la main pour démarrer. Est-ce que tu peux peut-être nous faire un panorama rapide des grandes réglementations qui concernent l'ESG, peut-être une photo pour démarrer, un état des lieux, s'il te plaît? Si tu parles de la France, effectivement, c'est important. C'est intéressant aussi de commencer par là parce que c'est pas la France, non seulement comme tu l'as évoqué, on a souvent été moteur sur ces questions-là, sur l'ESG, et il faut bien se remettre dans le cadre de 2015, parce que c'est là où tout a un peu commencé, parce que c'est la COP 21 en France à Paris. Et à l'époque, il y a un vrai souhait du gouvernement et des gens qui sont au pouvoir à ce moment-là d'en faire un enjeu d'image pour la France. Et donc, effectivement, on a adopté une loi qui était une loi très ambitieuse sur la transition écologique, on va résumer en la loi transition écologique, qui s'appelle LTE, même en plus court, qui avait effectivement alors, qui couvrait tout un tas de sujets, mais dedans, il y avait un volet très spécifique sur la finance, ça s'appelle l'article 173, qui était sur ces grands principes qui étaient hérités aussi de choses qui avaient été mis en place au moment du Grenelle de l'environnement, hein, surtout pour les sociétés de gestion, mais qui étaient étendues, qui étaient plus spécifiques, notamment sur les notions climatiques, donc apporter tout un tas d'outils à la table. On verra tout à l'heure, on en reparlera, je crois, les conséquences et le bilan de cet article. Mais au moins, il a eu un avantage, c'est qu'il a été le premier. C'était le premier texte légal au monde qui s'imposait aux investisseurs sur ces questions ESG. Et donc ça, c'était vraiment très, très innovant. Et on peut dire, je crois, qu'il a servi de plateforme aux travaux européens qui ont eu lieu par la suite dans le cadre du Green Deal au niveau européen. Donc c'est vraiment, pour une fois, on peut en être effectivement, comme tu disais, fier, d'être content d'être au cas. La France avait été précurseur à ce niveau-là. Maintenant, il s'agit de mettre tout ça à jour aussi, hein. Effectivement, maintenant, l'Europe nous a rattrapés avec
des difficultés, parce qu'évidemment, l'Europe, c'est 27 pays, c'est plus un seul pays, donc c'est aussi une perspective différente, des choses différentes. Donc effectivement, il était temps de remettre à jour l'article 173 et la LTE, donc ce qui va être fait incessamment sous peu dans quelques semaines. Mais je vais y revenir, mais effectivement, maintenant, c'est l'Europe qui a pris le lead, qui a pris la main, après qu'on ait donné cette première impulsion. Et je pense que là, le mieux, c'est que je passe la main du coup à Guillaume qui va nous faire le point un peu sur ce qui se passe en Europe. Mais c'est vrai que en France, en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a été précurseur. Guillaume? Oui, très, très volontiers. Merci, Kim. Alors, effectivement, je vais commencer par une rapide mise en perspective historique. C'est vrai, comme tu l'as rappelé, la France a joué un rôle particulier dans le domaine de l'ESG, un rôle précurseur en matière de reporting avec l'article 173, et puis un rôle fédérateur, comme tu l'as dit, en accueillant en 2015 la COP21, qui est vraiment la pierre angulaire sur laquelle se fonde aujourd'hui le cadre réglementaire qui se développe pour promouvoir la finance durable. Mais tu l'as dit, ce sont aujourd'hui les initiatives internationales et européennes qui prévalent aujourd'hui pour structurer ce cadre. Alors, il y a deux textes internationaux majeurs qui ont été adoptés en 2015. Il y a l'accord de Paris, donc qui est le premier accord juridiquement contraignant qui vise à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés à horizon 2050. Et puis, par ailleurs, le programme 2030 des Nations Unies basé sur les 17 ODD. Sur la base de l'accord de Paris, l'UE a lancé 2 initiatives pour lutter contre le réchauffement climatique. D'une part, le plan d'action pour la finance responsable en 2018, dont l'objectif est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements responsables. Et puis d'autre part, le pacte vert européen en 2019, ou Green Deal, qui est en fait un vaste plan de politique publique qui vise à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 sur le continent européen. Alors, ces textes se déclinent, on va le voir, à l'échelon européen et ou à l'échelon national, pour former un très abondant corpus réglementaire dont l'objectif, finalement, est de donner aux investisseurs les moyens de comparer aisément des produits et des offres ESG. Alors, cette déclinaison, eh bien, elle a donné lieu, d'une part, à des nouvelles réglementations. Tout d'abord, le règlement Disclosure, ou SFDR, qui vise à mettre en place, pour les acteurs des marchés financiers, des règles harmonisées en matière de communication des informations sur le développement durable. Deuxième nouvelle réglementation, le règlement taxonomie qui vise à établir un cadre favorisant les investissements durables en précisant des critères harmonisés permettant de déterminer le degré d'impact environnemental d'une activité économique. Par ailleurs, en plus de ces nouvelles réglementations, des amendements ont été apportés aux réglementations existantes et elles viennent ainsi compléter le cadre réglementaire. Je pense notamment au règlement benchmark climatique, donc qui vient amender le règlement BMR avec pour objectif de fournir aux investisseurs une meilleure information sur l'empreinte carbone, notamment en introduisant 2 nouveaux indices bas carbone. Et puis par ailleurs, les autorités de régulation européennes ont également lancé des chantiers pour amender les directives existantes et intégrer aux directives UCITS et IFM les risques et les facteurs de durabilité, et puis intégrer également dans les directives MiFID et DDA les préférences clients en matière de durabilité. À l'échelon national, tu as mentionné la loi énergie-climat dans l'article 29, situé dans le prolongement de l'article 173. Il y a également la doctrine AMF 2020-03 qui va décliner à l'échelon national le règlement disclosure dans l'agrément des fonds d'investissement. Donc, on voit bien que depuis 2015, il y a un très riche arsenal réglementaire qui se développe et qui vise à intégrer le concept de durabilité sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la gestion d'actifs. Donc moi, je vais m'attacher dans un premier temps à apporter un éclairage sur les principaux textes européens que je viens de développer, éclairage qui sera complété par l'analyse de Kim sur la partie française. Alors, commençons d'abord par SFDR. SFDR, donc c'est le règlement disclosure. Je l'ai dit, il a pour objectif de définir des règles harmonisées en matière de communication d'informations sur le développement durable. Il comporte 2 volets. Le premier volet, c'est l'intégration dans les processus d'investissement des risques de durabilité, c'est-à-dire les impacts que peuvent avoir des événements extérieurs en matière de durabilité sur le rendement des produits financiers. Deuxième volet, c'est la prise en compte dans les processus d'investissement des incidences négatives
en matière de durabilité, c'est-à-dire les impacts de décision d'investissement ou de conseil d'investissement sur les facteurs de durabilité. SFDR touche l'ensemble des acteurs des marchés financiers. Alors, au premier rang de l'école, naturellement, les sociétés de gestion, à la fois en tant que producteurs de produits financiers, mais également, le cas échéant, en tant que conseiller en instruments financiers au sens de MIF ou intermédiaire en assurance au sens de DDA. Il concerne également les compagnies d'assurance vie, les conseillers financiers, CIF, CGP, également les entreprises d'investissement dans le cas de la GSM. En termes d'impact, la communication des informations elle va se décliner essentiellement au niveau du site internet, notamment pour les politiques générales. Il va se décliner sur les informations précontractuelles, je pense notamment au prospectus de fonds ou au contrat de conseil d'investissement, et puis également en termes de reporting périodique. Je pense notamment au rapport annuel, etc. Et ce qu'il faut bien comprendre également et avoir en tête, c'est que SFDR se décline au niveau de l'entité, donc de la société de gestion, mais également au niveau des produits, en distinguant notamment les produits financiers qui présentent des caractéristiques environnementales et sociales, hein, ce sont les produits dits article 8, et les investissements durables sont les produits dits article 9. Alors, volontairement, moi, je ne veux pas m'appesantir outre mesure sur SFDR, qui fera l'objet d'un webinaire dédié le 11 février prochain. On a préparé quelques slides sur, sans déflorer le contenu du webinaire, sur le résumé des impacts et puis le rappel des concepts clés. Je terminerai sur SFDR juste avec un élément de calendrier. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que SFDR entre en vigueur de façon progressive à partir du 10 mars prochain. Ensuite, j'aimerais vous dire un mot du deuxième texte règlement qui est taxonomie. Donc, c'est la deuxième nouvelle réglementation. Donc, on l'a dit, taxonomie en fait, vise à définir des critères harmonisés qui permettent de déterminer le degré d'impact environnemental d'une activité économique et donc, ce faisant, de déterminer le degré de durabilité environnementale d'un investissement. Donc, c'est vraiment la boîte à outils pour le gérant ESG parce que ça lui permet d'évaluer précisément l'engagement environnemental d'une entreprise et ce, sur la base de critères harmonisés et objectifs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que taxonomie s'applique non seulement à l'ensemble des acteurs des marchés financiers, mais également à toutes les entreprises qui sont soumises à l'obligation de publier une déclaration non financière. Alors, il s'appuie sur 6 objectifs environnementaux que vous avez sous les yeux, donc atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, et puis les 4 autres donc, qui viendront dans un deuxième temps, donc prévention et contrôle de la pollution, transition vers une économie circulaire, protection ou restauration de la biodiversité, et puis utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines. Ce qu'il faut comprendre, c'est que une activité économique va être considérée comme durable si les 4 conditions suivantes sont réunies, à savoir qu'elle contribue substantiellement à au moins un des 6 objectifs que je viens de citer. Deuxièmement, qu'elle ne cause pas de préjudice aux autres objectifs. Ensuite, il faut qu'elle s'exerce dans le respect des garanties minimales relatives aux droits du travail, aux droits de l'homme et qu'elle soit conforme aux critères d'examen technique établis par la Commission. Donc, voilà. Concrètement, ça va se traduire par une obligation pour les acteurs de publier les informations sur la manière dont ces critères sont utilisés pour déterminer la durabilité environnementale d'un investissement. Un mot sur le calendrier. Même chose, une entrée en vigueur progressive, mais qui se fera à partir de décembre 2021. Alors, j'en viens au benchmark climatique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au-delà des textes réglementaires qui sont purement ESG, ce qu'on voit, c'est que le législateur européen intègre de façon de plus en plus systématique les objectifs de gestion ESG dans les textes qui, au départ, ne le sont pas. Et c'est le cas pour le règlement benchmark, c'est le cas également pour les directives sectorielles dont on parlera plus tard. Alors, le règlement BMR, donc le règlement benchmark, a ainsi été modifié pour intégrer justement des exigences minimales pour les administrateurs d'indices qui souhaitent mettre en place des indices avec un objectif environnemental. Concrètement, il introduit deux nouveaux indices bas carbone européens. Un indice Accord de Paris, dont les actifs sous-jacents sont sélectionnés de manière à composer un portefeuille dont les émissions carbone sont alignées avec l'objectif de limitation de réchauffement de l'accord de Paris, d'une part, et puis un indice transition climatique, dont les actifs sous-jacents sont sélectionnés de manière à composer un portefeuille qui suit une trajectoire de décarbonation. Donc,
grosso modo, sans entrer dans le détail, mais ces exigences de transparence se matérialisent pour les administrateurs d'indices par le fait de, premièrement, devoir déclarer si oui ou non l'indice poursuit des objectifs ESG, et deuxièmement, de rendre publique la méthodologie qui est utilisée pour ce faire. Dernier point, dernier sujet que je voulais évoquer avec vous pour brosser ce panorama très général. Il s'agit des directives sectorielles. Alors, je vais être un peu plus concis sur ce point-là, dans la mesure où aujourd'hui on n'a pas de calendrier précis à date. Alors, premièrement, il faut savoir qu'il y a une consultation qui a été lancée par l'ESMA en décembre 2018. Et cette consultation vise à introduire les risques de durabilité et les facteurs de durabilité dans les directives UCITS et AIFM. Donc, cette intégration va passer notamment par la prise en compte des risques de durabilité dans la sélection et le suivi des investissements, et donc dans les politiques et dans les procédures associées, c'est le premier point. Deuxièmement, cette intégration va passer par l'intégration explicite des risques de durabilité dans les politiques de gestion des risques. Voilà. Donc, ces points reprennent des obligations qui sont déjà contenues dans les CFDR sur la transparence de la prise en compte des risques de durabilité. Enfin, concernant MiFID, aujourd'hui la réflexion porte sur 2 points. Le premier, c'est l'intégration des préférences clients en matière de durabilité. Concrètement, il va s'agir de vérifier que les propositions d'investissement ne sont pas source de conflit d'intérêts avec les préférences des clients en matière de durabilité en la matière. Donc, lorsqu'un client aura indiqué avoir des préférences en termes d'instruments financiers compatibles, il faut s'assurer de l'adéquation de la proposition d'investissement, qu'elle soit bien en ligne et bien en phase avec celle-ci. Et par ailleurs, il va s'agir également d'intégrer ces caractéristiques dans le processus de gouvernance et de sélection des produits proposés. Ensuite, deuxième et dernier sujet, c'est tout ce qui touche à l'intégration des risques de durabilité dans les exigences organisationnelles et dans la gestion des risques. Alors, je terminerai ce très rapide aperçu du cadre réglementaire par quelques éléments de calendrier. Voilà, on voit bien qu'il y a un foisonnement réglementaire, il y a une très forte interrelation entre les différentes réglementations et puis des échéances assez rapprochées. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est pour Disclosure, une première échéance au 10 mars avec notamment les articles qui concernent la transparence au niveau de l'entité, donc de la société de gestion, avec notamment la prise en compte des risques de durabilité, article 3, la prise en compte des PAI, donc les principales incidences négatives, article 4, et puis la politique de rémunération, article 6. Également, prise en compte, entrée en vigueur des articles relatifs à la prise en compte des produits financiers, article 8 et article 9 que j'ai mentionné tout à l'heure. D'autres entrées en vigueur auront lieu plus tard. Et concernant taxonomie, la prochaine échéance, c'est en fin d'année avec les deux premiers objectifs relatifs donc à la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, je laisse Kim compléter parce qu'effectivement, sur ce calendrier, il y a également des échéances qui se situent plus sur le plan national. Tout à fait, merci beaucoup Guillaume pour ce premier tour d'horizon très européen. Effectivement, une chose est sûre, le législateur et la Commission européenne n'ont pas chômé ces dernières années. On a un vrai foisonnement avec beaucoup de rendez-vous. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de questions qui sont arrivées pendant que tu présentais, donc c'est bon signe. On va pouvoir en parler juste après l'intervention de Kim, qui va nous en dire un petit peu plus sur toutes ces réglementations européennes. Comment vont-elles s'intégrer dans la réglementation française? Qu'est-ce qui va se passer côté français cette année et dans les années à venir, Kim? Alors, je ne vais pas revenir sur les principes, parce que les principes effectivement européens s'appliquent en France, donc ça, on ne va pas revenir, les principes sont les mêmes. Maintenant, c'est la question de savoir effectivement comment on va les décliner spécifiquement en France. Sachant que le principe est le suivant, c'est qu'une déclinaison en France peut être plus, à minima, elle doit être au niveau de l'Europe, elle peut être plus avancée, mais elle ne peut pas être plus laxiste. Et c'est ce qui se passe en France, c'est qu'on a une ambition un peu plus forte, et on va même plus loin que la législation européenne. Alors pour comprendre pourquoi, je vais revenir, je fais un bref retour sur l'article 173 que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est quand même un point capital de la France et de la législation française.
Donc pour mémoire, hein, l'article 173, il faisait partie dans la LTE, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, une impulsion politique dans le siège de la COP 21 et une exigence de transparence pour plus de 840 investisseurs institutionnels, hein, donc les sociétés de gestion, des mutuelles, des assureurs, un panel très très large. Avec une double logique qui a fait sa spécificité et qui a fait aussi peut-être ses limites, c'est que c'est une loi qui est dite comply or explain, c'est-à-dire soit on s'y soumet, soit on dit qu'on s'y soumet pas parce que ou qu'on répond pas aux demandes, mais il faut qu'on explique pourquoi. Et aussi la loi elle avait prévu des seuils d'application. Il y avait des seuils qui étaient différents pour les sociétés de gestion ou pour les investisseurs institutionnels. Il y avait des seuils néanmoins qui disaient les plus petits, vous n'êtes pas soumis aux mêmes obligations, avec des obligations qui étaient techniques et beaucoup plus importantes sur la partie climat, sur les plus gros portefeuilles. Alors, cette loi, et ça explique aussi pourquoi la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que l'article 173, il a un succès mitigé. Alors, c'est une demi-réussite, c'est un demi-échec, ça dépend comment on voit les choses. Mais il a eu quelques défauts. Il a eu un mérite énorme, c'est celui de faire prendre conscience à un certain nombre d'investisseurs qu'il y avait ces questions de l'ESG, de l'environnement, du durable qui étaient là. Donc, ça a obligé les gens à se former, à se poser des questions, et ça, on peut pas nier que ça a eu un impact assez fort à ce niveau-là. Je pense que le défaut de l'article 173, il était lié déjà d'une part à l'absence de méthodologie, c'est-à-dire que l'article disait faites-nous un reporting climat, montrez-nous comment vous êtes aligné avec la trajectoire 2 degrés, réchauffement prévu, mais sans donner non plus de spécificité sur la manière dont il fallait s'y prendre. Et ça, c'était un gros point d'interrogation. Alors, il était prévu que le législateur revienne après 3 ans pour faire un petit peu le point sur l'application et puis pour tirer des méthodologies globales pour la place, mais ça n'a pas été fait. Ça a été fait tardivement en 2019 et sans qu'une méthodologie émerge. Et donc ça restait un vrai flou. Et puis sur la partie suivi et coercition, obligation, c'était très très léger aussi. Hein. Donc là-dessus, il y a beaucoup surtout au niveau des investisseurs institutionnels, il y a une grande partie qui se sentent dégagés de cette obligation-là et qui n'ont pas été non plus pénalisés pour ces questions-là. Sachant qu'effectivement, pour ce qui concerne les sociétés de gestion spécifiquement, il y a le rapport de l'AMF qui vient de sortir il y a quelques semaines sur le dernier rapport sur l'application de l'article 173 qui montre que la plupart la quasi-totalité des sociétés de gestion, sauf 2 qui ne sont pas nommées d'ailleurs dans le rapport, mais il y en a 2 qui ne suivent pas qui publient pas l'article 173, mais sinon tout le monde s'y est mis. Le problème étant effectivement là aussi, même pour les sociétés de gestion, la qualité, puisque l'AMF souligne bien qu'il y a quand même un problème de qualité dans ce qui a été fait par les sociétés de gestion. Et donc voilà, ça c'est l'article 173 et ses limites. Et aujourd'hui, on arrive à autre chose, c'est-à-dire c'est la nouvelle loi énergie et climat, qui arrive dans le contexte européen, effectivement, parce qu'il fallait se mettre à jour avec le nouvel objectif donc, que la France a adopté, neutralité carbone en 2050. Et cette loi a pour vocation à remplacer la LTE de 2015 avec une autre logique, parce qu'elle est prévue d'entrée qu'elle doit être revue tous les 5 ans, en fonction de l'évolution des contextes, de l'évolution des objectifs, de l'évolution du climat. Donc on a un peu de champ là-dessus, il y a un peu d'une marge de manœuvre, une flexibilité avec cette révision tous les 5 ans. Alors la loi, elle est très large. Au final, elle ne concerne pas que la finance, bien sûr. Elle concerne le mix énergétique, la diminution de gaz à effet de serre, l'arrêt de la production électrique au charbon. Et puis surtout, elle crée ce nouvelle entité dont on a parlé récemment avec le Conseil citoyen sur le climat, le Haut Conseil pour le climat qui a été aussi créé par la loi. Donc la loi, elle comporte 7 chapitres. Elle est très large, mais effectivement, il y a un chapitre qui va nous intéresser un peu plus que les autres. C'est le chapitre 2 avec son article 29, donc qui vient remplacer l'article 173 qui était là précédemment dans la LTE, et donc il reprend en gros la structure de l'article 173, c'est-à-dire il dit il va falloir être transparent sur ce que vous faites. Donc ça, on est vraiment complètement dans la logique européenne que soulignait Guillaume tout à l'heure, transparence sur ce qu'on fait. On prolonge l'article 173 et on a quand même un certain nombre de points qui sont assez particuliers à notre loi et à la législation française. Le premier point, c'est que on reste dans la logique d'un comply or explain, ça c'est toujours aussi important, mais qui a été repris au niveau européen aussi maintenant. Et puis, on va avoir des seuils aussi. Ça, c'est clair. La loi, elle prévoit des seuils. Elle les spécifie pas parce qu'elle renvoie un décret, publication d'un décret pour ça, mais elle les spécifie pas. Et donc, ça, c'est intéressant. Et elle va plus loin que la législation européenne sur 2 points qui me semblent assez essentiels et qu'il faut bien noter dans la loi française. C'est que, autant la législation européenne, elle s'applique aux sociétés de gestion et aux vendeurs de produits, autant l'article 29, il a repris la logique de l'article 173, il s'impose à tous les investisseurs. D'accord? Ça, c'est vraiment très important de le noter, c'est-à-dire que l'article 29 modifie
le code de la mutualité, le code des assurances, le code de la sécurité sociale pour les caisses de retraite qui sont explicitement mentionnés. Donc ça, c'est très différent de l'Europe qui se concentre uniquement sur les vendeurs de produits. Nous, la loi en France, elle concerne tous les investisseurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elle met un poids encore plus fort sur la partie climat, et biodiversité, qui sont ici explicitement abordés dans la loi. Et ça va plus loin que ce que demande la législation européenne. Malgré le fait qu'on attend encore les caractéristiques de la taxonomie, il y aura probablement plus de spécificités et de demandes sur les parties climat et biodiversité dans la loi française. Donc ça, c'est vraiment deux spécificités d'application. Alors, qu'est-ce qu'on attend maintenant sur l'article 29? Où est-ce qu'on en est? Pardon, j'ai avancé un petit peu trop vite, je vais revenir en arrière. Qu'est-ce qu'on attend sur la loi? On attend un décret d'application. Parce que la loi, elle renvoie pour les points, elle renvoie au décret d'application. Et le décret d'application, il est prévu pour l'entrée avant l'entrée, on attend les décrets avant l'entrée en application de la loi. La loi, elle va rentrer en application le 10 mars 2021, donc c'est dans quelques semaines, et c'est pas un hasard, puisque c'est aussi la date d'entrée en vigueur de Disclosure, donc tout est calé, on s'est calé sur la réglementation européenne. C'est écrit dans la loi, hein, donc on est bien dans cette logique-là. Simplement, les décrets d'application, on les attend. Donc, on n'a pas le spécifique d'aujourd'hui des détails de méthodologie, de seuil, etc. On les a pas, on les attend par décret. Alors, il était prévu que le décret soit publié en janvier 2021, c'est-à-dire ce mois-ci. Pour l'instant, je ne sais pas, puisque l'Europe a pris du retard aussi sur ses RTS. Donc, on attend un peu je ne sais pas si on va se caler sur l'Europe ou si on va avancer à notre rythme. Donc, ça reste un gros point d'interrogation. Et puis, ce qu'on attend, nous, en tout cas professionnels de la loi, et ce qu'on pense qu'il va se passer, c'est que la loi devrait être un petit peu plus précise, en tout cas sur les méthodologies, pour pallier un peu au trou que j'évoquais sur l'article 173. C'est ce qu'on attend, c'est un peu plus de méthodologie. Et je pense plus de règles sur la supervision. Et ça, je pense que c'est bien parti puisque tout le monde a été consulté. Alors, contrairement à l'article 173, qui était un peu une tombée de nulle part, un choix politique, l'article 29, il a été quand même pas mal discuté. Il passait entre les mains de l'AMF, de la CPR, de la FFA. Donc, tout le monde a été un petit peu consulté en amont. Donc, je pense qu'on arrivera à quelque chose de beaucoup plus consensuel et qui sera plus facile à appliquer et à superviser, en tout cas. Alors, dernier point sur lequel je vais insister, puisque Guillaume l'évoquait, il y a la loi, et il a parlé aussi de la position recommandation de l'AMF. L'AMF a effectivement émis une position recommandation en mars 2020, qui a été complétée très récemment par donc, le dernier rapport sur l'application de l'article 173 sur les sociétés de gestion qu'elle supervise. L'AMF, elle n'a pas vocation à inventer une réglementation. Clairement, elle a une position aujourd'hui de policier sur ce genre de choses, un rôle qui a été en tout cas confirmé par la loi Pacte, hein, puisqu'avant l'AMF n'était pas officiellement en charge des questions ISR, mais elle a maintenant depuis la loi Pacte, elle a vraiment un rôle essentiel à jouer, notamment sur les problèmes de greenwashing, donc de communication. Et ce qu'elle a fait à travers sa communication, sa position recommandation de mars 2020, c'est qu'elle a anticipé le déploiement de Disclosure, hein, sur la base des principes qui avaient été discutés dans les réunions de travail et auxquelles elle a participé. Et elle a imposé aux sociétés de gestion, sur une période de transition qui va jusqu'au 10 mars 2021 aussi, elle leur a demandé de se mettre en conformité avec la réglementation européenne, notamment en reprenant, Guillaume l'évoquait tout à l'heure, la fameuse segmentation article 8, article 9, à travers aussi donc des produits qui sont peu engagés ESG, pas engagés du tout, ou très engagés. Voilà, elle reprend ces mêmes nomenclatures et elle propose donc, elle impose de mettre en forme, en cohérence, la communication des sociétés de gestion pour éviter les problématiques de greenwashing, donc qui sont très très importants. Donc l'AMF là-dessus, elle a vraiment un rôle d'accompagnement, de mettre en place et de proposer les meilleures pratiques, ce qu'elle a fait à travers sa documentation, et puis aussi les conclusions du rapport sur les articles 173 qui est paru, je l'ai précisé déjà il y a quelques semaines, donc c'est tout récent. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Le règlement européen entre en vigueur 10 mars 2021, mais on n'aura pas les RTS, c'est-à-dire les spécificités qui concernent l'application. Nous, la loi, elle s'est calée sur ces dates-là, l'AMF s'est calée aussi sur la date du 10 mars 2021, et nous, on attend le décret d'application de la loi, et voilà, là où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc là, il reste un point d'interrogation à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses qui circulent, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur les dates de parution. Merci beaucoup, Kim, pour cette intervention et toutes ces informations. Effectivement, on comprend que voilà,
La réglementation est riche, on a beaucoup de points qui restent encore à éclaircir. L'exemple effectivement des RTS est le bon, c'est-à-dire que sur la partie mise en œuvre opérationnelle, il manque encore quelques briques. On espère que ça arrivera le plus vite possible. En tout cas, pour revenir à Disclosure, j'en profite effectivement, puisqu'on en parle, pour indiquer à nos participants que le prochain webinaire du 11 février aura pour thème la fameuse mise en œuvre opérationnelle de ces enjeux Disclosure. On ira entrer un petit peu plus dans le détail, qu'est-ce qu'il y a comme indicateur à ajouter dans nos rapports périodiques, qu'est-ce qu'il faut indiquer sur les sites internet, etc., etc. On parlera aussi, bien entendu, du périmètre qui est concerné par tous ces sujets, etc., etc. En tout cas, voilà, vous pouvez noter dès à présent notre prochain rendez-vous qui sera le 11 février. En complément, en termes de rendez-vous, j'en profite pour vous indiquer que demain matin à 9 h se tient une ouverture, en tout cas une présentation ouverte à tous de l'association Les Acteurs de la Finance Responsable. Donc, si certains d'entre vous sont curieux et ont envie, tout comme Kim ou Guillaume, de s'embarquer dans l'aventure, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas, demain matin à 9 h. On a un événement qui est diffusé sur les réseaux sociaux et qu'on vous partagera. Après toutes ces informations et cette présentation, je pense qu'il va être maintenant le moment de passer à un bloc un petit peu plus questions. On en a beaucoup qui sont tombés du côté de la modération. Il y a plein de choses. Je vais peut-être vous en proposer une première, le temps de faire un petit peu le tri. J'ai une personne qui nous indique qu'il aimerait en savoir plus sur du coup les obligations qui concernent les CIF, les CGP, concernant voilà, toute cette partie de disclosure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus quand on est CIF, quand on est gestionnaire de patrimoine? Quelles sont les obligations que disclosure nous impose? Que va-t-il se passer pour nous? À quelle sauce allons-nous être mangés, tout simplement? Guillaume? Non, le point, c'est de dire que le règlement SFDR s'applique et touche l'ensemble des acteurs des marchés financiers. Donc, on l'a dit, les sociétés de gestion et dans leur rôle de producteurs de produits financiers, mais également dans le conseil financier. Et donc à ce titre, ils vont être également impactés. Ouais, je pense que l'enjeu alors moi-même je suis CIF, hein, donc je suis un peu soumis aussi à cette question-là. Je pense que nous, on va être soumis plus directement à l'évolution de MiFID, qui, comme l'a indiqué d'ailleurs Guillaume tout à l'heure, n'a pas encore de date d'application. Je crois qu'il y a un retravail de MiFID, dont on connaît les grandes lignes, hein, puisque ça va être lié autour effectivement d'une évolution du KYC pour prendre en compte effectivement un peu mieux la sensibilité, durabilité verte, etc. des clients et la manière dont on va le décliner. Mais on n'est pas encore soumis. Alors, il n'y a pas de choses spécifiques dans SFDR sur les conseillers, CGP, CIF, etc. Je crois qu'il faudra attendre l'évolution de MiFID, mais comme l'a confirmé l'AMF, hein, MiFID est en train d'être retravaillé en cohérence avec Disclosure. Donc, ça sera cohérent. Faire attention parce qu'il y a une notion, effectivement, Guillaume l'évoquait, il y a une notion de conseiller qui est évoquée dans Disclosure. Mais les conseillers, c'est uniquement la partie conseil des professionnels, c'est-à-dire des sociétés de gestion, des assureurs, etc., en tant que conseil. Ce n'est pas les CIF ou les CGP qui sont concernés par le texte directement, même si on va y arriver à travers MiFID. Et ça sera probablement, encore une fois, surtout sur la question de la prise en compte de la sensibilité de la finance durable des clients pour qu'on puisse adapter les recommandations de la meilleure façon. En utilisant du coup les produits qui auront été sélectionnés, en tout cas qui rentreront dans la nomenclature Disclosure, voire plus loin, parce qu'après il y aura encore la problématique de l'écolabel qui va se poser, hein, qui va nous concerner aussi un peu indirectement, mais qui sera aussi importante pour nous. Donc voilà, mais on n'est pas aujourd'hui directement sous Disclosure, mais on va y être rapidement avec MiFID, même si on n'a pas encore les dates. Pour compléter ce que vient de dire Kim, c'est vrai que les sociétés de gestion elles sont concernées, elles sont concernées à double titre, à la fois parce qu'elles sont en qualité de producteurs de produits financiers et également, comme je le disais, elles sont au titre des conseils en instruments financiers au sens de MIF ou dans leur rôle d'intermédiaire en produits d'assurance au sens de DDA. Merci beaucoup à tous les deux. Effectivement, j'espère, Emmanuel, que cette petite nuance sur les termes, effectivement, conseil et conseiller en institution financière et en produits financiers est bien précisée. Je vais avoir une seconde question qui va concerner cette fois-ci le règlement taxonomie. J'ai Pauline qui nous demande si
quel type de sociétés de gestion sont concernées par la taxonomie? Est-ce qu'il va y avoir, en fait, finalement, c'est quoi le périmètre? Est-ce qu'on va avoir, cela va dépendre si les investissements sont peut-être cotés, non cotés, qui est concerné et qui ne l'est pas, et est-ce que ça va dépendre des typologies de produits? Alors pour moi, enfin je laisserai Kim compléter, mais enfin pour moi il n'y a pas de restriction. Enfin juste au contraire. Enfin le règlement de taxonomie c'est vraiment un règlement avec une portée très très large qui s'applique à une grande catégorie, enfin une très large catégorie d'acteurs, non seulement acteurs des marchés financiers, mais également au-delà. Hein. C'est vraiment comment je pourrais dire, c'est vraiment ça va être la grammaire commune. Hein. C'est ce qui va nous permettre de déterminer les activités qui sont durablement, enfin qui sont responsables et celles qui ne le sont pas. Donc pour moi, il n'y a pas de restriction. Ça s'applique à l'ensemble des sociétés de gestion. Ouais, je te confirme ça confirme, ça s'applique en tout cas à l'ensemble des produits, donc ça va concerner toutes les sociétés de gestion dans leur segmentation, en tout cas dans leur approche. Sachant que la taxonomie, pour l'instant, elle est effectivement concentrée sur les produits verts, parce que c'était l'urgence du moment et c'était la priorité de l'Europe. Mais je crois que derrière, il y aura une classification sociale qui est attendue aussi pour répondre à tous les E, S et G, hein, puisque c'est ça qui nous concerne, c'est les 3 lettres. Là, la priorité, c'était l'environnement. Donc, effectivement, la taxonomie, c'est juste une classification qui va dire ce qui est vert ou ce qui n'est pas vert. Mais ça concernera, à mon sens, aussi bien les actions que les obligations, que tous les produits, cotés, pas cotés. Et il va falloir déterminer, effectivement, ce qui relève de la taxonomie ou pas, ce qui va être un vrai enjeu, en tout cas en termes méthodologiques, parce que ça ne va pas être évident. Ça va être probablement plus simple pour tout ce qui est gros produits cotés, mais quand on va tomber sur le non coté, on va certainement avoir d'autres difficultés. Donc voilà. Mais oui, la taxonomie s'applique à tout. Super, merci beaucoup à tous les deux. Pour enchaîner sur la partie taxonomie, peut-être une autre question. Je vais vous la lire parce qu'elle est assez précise. Anna, vous nous avez fait un gros bloc pour le coup. Vous nous dites « Je crois comprendre que la définition des critères d'évaluation est en cours et fait débat, notamment car la proposition actuelle favorise des best practices parmi des industriels typiquement à fort impact. » La question finalement, c'est est-ce que ça va encore évoluer? Est-ce que la taxonomie, ça y est, c'est gravé dans le marbre? Est-ce qu'on peut avoir aussi commencé peut-être à avoir un regard critique sur les choix qui ont été faits? Où est-ce qu'on en est? Et est-ce que ça va encore bouger durant l'année 2021, d'ici notre rendez-vous au 1er janvier 2022? Je pense que sur la taxonomie, il faut le prendre avec précaution. Je serais de l'avis effectivement qu'on va être plutôt sur quelque chose d'assez évolutif. Alors après, il y a des choix qui ont été faits, il y a des choix forts qui sont faits hein. Sur les principes. Aujourd'hui, on a quand même une bonne vision des principes. Et comme l'évoquait tout à l'heure Guillaume, il y a un certain nombre de choses qu'on a le droit qui rentrent dedans, il y a des choses qui ne rentrent pas dedans. Effectivement, on peut se souvenir du débat qu'il y a eu sur le nucléaire, hein, où les Français avaient une position très différente de ce qui a été finalement adopté, puisque nous, on voulait que le nucléaire entre dans la taxonomie comme étant une activité verte, puisque ne dégageant pas de CO2, mais ça n'a pas été finalement retenu comme ça. Donc il y a des débats, je crois qu'il y a eu des débats, il y a eu des choses qui ont été tranchées, mais je pense qu'il y a des choses, et comme je l'évoquais tout à l'heure, aujourd'hui on est encore sur du vert, hein, donc après il y aura le social, etc. Donc je pense que la taxonomie elle a vocation à évoluer. Après, je ne peux pas dire aujourd'hui avec quel calendrier et avec quelle certitude, mais sachant qu'aujourd'hui il y a quand même une grosse partie du chemin qui a été fait et qui restera figé. En tout cas sur les principes, ça va rester comme ça. Merci beaucoup, Kim. Est-ce que Guillaume, tu veux ajouter quelque chose ou tout va bien? Tu partages? Ce que vient de dire Kim, effectivement. Je pense que c'était tout à fait utile et pertinent de rappeler les jeux de pouvoir qui ont eu lieu entre Français et Allemands sur le nucléaire. Merci beaucoup. Du coup, on va peut-être basculer rapidement sur Benchmark et ensuite on passera à Disclosure qui fait des émules dans les questions de nos participants. Une première question sur la partie indice climatique. André nous demande dans quelle mesure sommes-nous obligés de choisir des indices climatiques? Est-ce qu'on en sait plus de la même façon sur le périmètre d'application de ces fameux indices climatiques? Alors, je pense qu'à ce stade, c'est surtout une incitation et des outils que la réglementation offre et propose aux administrateurs d'indices. Après, je pense que même on a tout intérêt justement à utiliser ce type de benchmark. Je pense que c'est aussi une logique, il faut s'en tenir à la logique et au principe logique européen, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se voudra un produit ESG, ISR, ça va être difficile de dire on utilise un indice qui ne l'est pas.
Donc, à partir de ce moment-là, il va falloir utiliser des indices de référence qui font partie de la nomenclature benchmark. Mais je pense que c'est toujours dans la même logique, hein, c'est-à-dire qu'il faut éviter le greenwashing. Donc, à partir du moment où on se veut effectivement durable, où on veut s'inscrire dans cette logique-là, il va falloir utiliser les indices qui vont avec. Sinon, effectivement, on va avoir un problème de cohérence, quoi. Donc par rapport à la façon dont est formulée la question, enfin, je sais pas si on peut parler vraiment d'obligation, mais c'est certainement voilà, on va avoir une incitation très forte à recourir à ce type d'indices et d'outils, naturellement. Donc c'est important que la réglementation permette de les encadrer et d'accompagner les administrateurs d'indices. Super, merci beaucoup. On va enchaîner maintenant avec une question assez intéressante. Alors, elle nous précise, la France semble vouloir aller plus loin que la réglementation européenne. Le coût opérationnel de ces changements va être assez lourd, notamment sur les systèmes IT. N'est-ce pas un risque pour la compétitivité de nos asset managers par rapport à des AM étrangers? Je vais peut-être me permettre d'y répondre parce que j'aime beaucoup cette question. Elle tombe assez souvent. Et la première chose peut-être, c'est de rappeler qu'à l'époque de l'article 173, on avait dit la même chose. On s'était dit, oh mon Dieu, l'article 173 va être un poids, ça va abîmer notre concurrence. Et finalement, en fait, on a d'une part, alors ça reste un résultat qui reste mitigé, effectivement, parce qu'on a manqué de cadre, mais en tout cas, aujourd'hui, l'article 173 est plutôt quelque chose dont on est fier, qui a porté la France sur ces sujets. Donc effectivement, ça engendre forcément des coûts opérationnels et des changements qui sont assez coûteux. Peut-être que l'automatisation et le développement justement technologique peut nous aider à contrecarrer ces coûts et ça peut du coup potentiellement nous donner, je pense, au contraire une avance. Je ne sais pas ce qu'en pense Kim ou Guillaume. Complètement d'accord. Mais Pour donc, avoir suivi voilà. le début, et je pense qu'on peut comparer à ce qui se passe aux États-Unis aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les États-Unis ne rentrent pas dans un cadre comme ça, et en tout cas au niveau national, et que vous avez par contre, et on peut citer le cas très précis des fonds de pension des universités américaines qui sont par contre très sensibles à ces questions-là, ils vont se retrouver face à des asset managers américains ou locaux qui n'auront pas cette sensibilité-là, en tout cas qui ne seront pas imposés. Et nous, on aura forcément une avance à ce moment-là sur ces questions-là. Et c'est une réalité, hein, parce que c'est ce qui s'est passé sur l'article 173. Il y a eu des appels d'offres à l'époque où les Américains ils sont venus en France parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver la compétence carbone qu'ils cherchaient aux États-Unis. Donc ça, c'est une réalité. Je pense que c'est quelque chose qui peut être utilisé de cette manière-là. Alors après, effectivement, il y aura un coût supplémentaire au départ, mais cette avance, elle peut être vraiment tournée en opportunité, à mon sens. Ouais, mais je pense que c'est vraiment, enfin, on est vraiment à un point de basculement. Il faut bien, enfin, ma conviction, c'est que la gestion ESG est va devenir mainstream et ceux qui ne seront pas, ne sauront pas proposer des fonds ESG ou responsables seront mis, se mettront en difficulté. Et on voit bien que ce mouvement qui a été enclenché il y a maintenant un peu plus de 2 ans avec LBPAM, qui a annoncé à 2 ans à l'avance qu'ils allaient basculer l'intégralité de leurs fonds en fonds labellisés ISR et très rapidement dans les mois qui ont suivi, BNP PAM, même Amundi ont embrayé et leur ont emboîté le pas. Donc je pense que il y a vraiment c'est le sens de l'histoire. Il y a un basculement et on peut pas se poser c'est pas dans ces termes-là qu'il faut se poser la question. Maintenant, il faut y aller et en plus, ce basculement va être accéléré par la transition générationnelle. On voit bien que les investisseurs, même retail, les plus jeunes, qui vont, notamment les millennials, ce sont pour eux les critères ESG, ce sont des critères qui revêtent une importance bien plus importante, bien plus forte que pour je parle même pas des baby boomers, mais des personnes de la génération X, quoi. Donc voilà, je pense que c'est absolument, c'est un prérequis absolument indispensable. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. On enchaîne d'ailleurs avec une question. On va tourner un petit peu vers disclosure maintenant. On en gardera bien entendu. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions sur disclosure, on les garde en stock et on y répond dans un mois, c'est promis, parce qu'on a beaucoup de questions. Mais allez, je vais en prendre quelques-unes quand même. La première, quel serait le lien qu'on peut faire entre disclosure et des standards comme l'ISO 26000 ? Est-ce que vous avez des pistes sur le sujet? Est-ce que ISO va potentiellement évoluer du fait des standards qui se développent côté disclosure pour les investisseurs? Non, je sais.
Ouais. Guillaume, je te laisse la parole. Aujourd'hui, à date, attendons de voir les RTS qui vont préciser quand même beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, il est sans doute un peu prématuré de répondre. Je sais pas qui. Très bien. Non. Une autre question, sauf si Kim, tu souhaites ajouter quelque chose. Non. Tout va bien. Alors, du coup, une autre question. J'ai Jean-Philippe qui nous demande si l'article 173 définit une liste précise de critères ESG dans le cadre du reporting qui était demandé. Donc, ça revient au décret de l'article 173 qui précisait ce détail. Je vous laisse répondre, Kim ou Guillaume. Non. L'article 173, justement, il n'y avait pas grand-chose dans l'article 173 en termes de méthodologie et disait juste, est-ce que l'ESG, vous devez préciser si l'ESG, c'est un sujet pour vous ou pas, en fait. En fait, c'est ça, en gros. En dehors en tout cas pour les plus petits. Après, quand on passait à une certaine taille, il y avait des enjeux, comme je l'évoquais tout à l'heure, de GES ou de climat qui étaient plus importants. Mais en tout cas, sur la partie basse, non, il n'y avait pas de spécificité. Alors juste, j'ai oublié de préciser quelque chose qui est important, parce que je me suis posé la question et l'AMF vient d'y répondre. L'article 173, il est encore valable pour la clôture de décembre 2020. Donc, pour ceux qui se posent la question, décembre 2020, manifestement, va se faire encore sous l'égide de l'ancien article 173. L'article 29, il n'interviendra qu'à partir de la clôture 2021, donc c'est-à-dire les premières publications article 29, elles devraient avoir lieu en 2022. Donc, on a encore un petit peu de temps, mais bon, voilà, il faut s'y préparer. Mais non, il n'y avait rien de spécifique, et c'est un des problèmes, d'ailleurs, tous ces problèmes d'absence de méthodologie qui ont un peu plombé l'article 173. Et effectivement, je pense que c'est intéressant de rappeler du coup que ce contre-pied est en train d'être pris, puisqu'avec nos fameux indicateurs de durabilité, on commence à avoir des indicateurs qui vont du coup commencer à créer des standards. Et il est important de rappeler que l'article 173 nous a prouvé qu'on en avait besoin. Et c'est tout l'enjeu en fait de la consultation qui a eu lieu et de la position de l'AMF qui manifestement a été la suivante, c'est-à-dire c'est à partir du moment où dans la loi on va imposer des choses mais qu'on ne peut pas les mesurer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne donne pas de méthodologie ou de critères, on ne peut pas contrôler, quoi. Et donc il y a une limite au contrôle. Et donc c'est ce qu'on attend des décrets d'application et de tout ce qui se passe, c'est que d'avoir un peu plus de précision pour pouvoir avancer sur ces questions-là. Très bien. Une autre question, j'ai quelqu'un qui nous demande, c'est André, il nous demande comment on peut différencier un fonds dit article 9 d'un fonds dit article 8. Et ça, effectivement, c'est la grande question, je pense qu'on va en parler. Effectivement, ça fait partie des points sur lesquels on attend des précisions dans les RTS, mais parce qu'aujourd'hui, si on s'en tient à ce qui est écrit dans le texte, voilà, enfin, on n'a pas des choses très hyper précises, et donc il y a vraiment un besoin de précision sur ce sujet-là. D'ailleurs, j'ai vu une question dans le chat qui posait, relative au produit article 9, savoir par rapport au label ISR notamment, si c'était cohérent ou non. Et je pense que là également, il y a une zone de potentielle incohérence entre les deux, puisqu'on voit bien, par exemple, si on prend un fonds thématique à impact, bas carbone par exemple, on va plutôt tendance à le classer en article 9, mais voilà, il va falloir regarder à la fois par rapport, si c'est cohérent par rapport au label, et puis également regarder par rapport à la taxonomie, si c'est également cohérent, puisque avec les critères que j'ai cités précédemment, il faut contribuer. Guillaume, on a un gros problème de cohérence, hein, très clairement. Alors, pour revenir sur il y a toujours trois, en fait, même si on n'a pas le détail, on a trois couches, hein, que reprend l'AMF aussi dans sa reco. On a trois couches de produits. Il y a les produits qui sont vraiment ISR durables, c'est-à-dire qui s'inscrivent à la fois, je pense, dans leur impact, dans leur secteur, dans leur méthodologie, qui s'inscrivent vraiment dans une logique durable. Il y a les produits qui prennent en compte l'ESG. Voilà, donc ils peuvent le dire, ils prennent en compte l'ESG, mais ça ne va pas plus loin que ça. Et puis il y a les produits qui font rien du tout. Donc en fait, on a trois catégories de produits. Alors après, dans les détails, il va falloir effectivement, comme disait Guillaume, qu'on attende les RTS pour avoir les spécificités, mais c'est ça. Et les articles 9, article 8, ça détaille les produits qui sont plus ou moins engagés dans ce processus-là. Et après, effectivement, on va avoir un vrai problème de cohérence avec les labels, parce que même de toute façon, on a un double problème de cohérence. On a un problème entre les labels européens, qui ne sont pas tous la même approche.
je suis moi-même auditeur sur le label ISR, donc je sais effectivement les difficultés et les limites de ce que ça peut représenter, de l'avantage que ça peut représenter. Donc il y aura besoin d'éclaircissement à ce niveau-là, et puis il y aura un besoin de cohérence entre les labels et la réglementation européenne, d'où l'idée d'arriver sur un label qui soit un label unifié, on appelle l'écolabel européen, mais ça on n'a pas de date non plus, et ça ne sera pas avant 2-3 ans je pense. Mais tout ça, il y aura effectivement une mise en ordre de marche à faire à tous ces niveaux. Merci beaucoup, Kim. On va prendre une dernière question. Alors, rassurez-vous, c'est promis. Pour le reste, il reste un gros paquet de questions sur Disclosure, mais on s'en occupe en février et on aura 1 heure supplémentaire pour pouvoir en discuter en détail. Pour la dernière question, je la trouve intéressante car assez ouverte. C'est Patricia qui nous la pose. Je pense que ça concerne plutôt la taxonomie. Elle nous dit, le social est-il pris en compte dans la partie adaptation au changement climatique? Est-il prévu de le prendre en compte spécifiquement ensuite? Car effectivement, on parle beaucoup d'environnement et on sait pourtant que voilà, environnement sans social, on n'y arrivera pas. Donc, quelle est la place pour le social, pour le S dans les enjeux de taxonomie? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, si je passe la parole à Guillaume, mais je pense qu'effectivement, ce qui est prévu, c'est de l'adopter, de faire dans un second temps. La taxonomie, déjà, elle est sous l'égide du Green Deal européen. Donc, effectivement, on est du pacte Green européen. Donc, on est dans une logique plus verte dans un premier temps. Ça a été le premier mouvement. Après, je pense qu'effectivement, comme le montrent les ODD ou comme le montre tout ce qu'on a, c'est que c'est impossible de dissocier, de faire une transition juste si on ne fait pas une transition avec du social dedans. Mais je pense que l'urgence, elle était sur les gaz à effet de serre et la neutralité carbone 2050. Donc c'est pour ça que c'était le premier volet, mais je pense que ça va arriver. Faut être honnête, ça n'a pas été, c'est pas abordé en priorité aujourd'hui dans la taxonomie telle qu'elle est aujourd'hui. Ouais, clairement. Non, mais la question est très bonne et elle met en lumière un point qui est le fait que la taxonomie aujourd'hui, elle porte essentiellement sur le E, et je dirais, c'est à l'instar de tout ce, de ce qui se développe et de ce qui se fait en général dans le ESG, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'accent qui est mis sur le E, et le S et le G sont un petit peu les parents pauvres. Mais donc c'est vrai qu'aujourd'hui à date, c'est clairement peu pris en compte dans le règlement, dans sa version actuelle, mais oui, ça a vocation à le devenir. Merci beaucoup. Eh ben, écoutez, merci à tous. Il est 12h59, 1 minute pour conclure, c'est nickel. Merci à tous les deux. Je vais peut-être laisser Maxime qui va peut-être nous faire un mot de rappel. Avant tout, je souhaite en tout cas remercier nos participants. On a été au maximum, je crois, 115 ou 120 aujourd'hui. Donc, ça fait plaisir de voir que voilà, ces sujets intéressent. Et si vous avez des questions concernant le disclosure, n'hésitez pas à nous les envoyer. Vous pouvez les envoyer sur l'adresse contact@afresponsable.com. Vous pouvez aussi nous les envoyer sur LinkedIn. On les réceptionne et on les traite pour le mois de février. Donc voilà, pas d'inquiétude, on n'oublie personne. Et puis Maxime, je te laisse le mot de la fin. Merci à tous. Merci Sarah, merci à tous d'avoir participé. Vous avez été nombreux et assez constants puisqu'il n'y a pas eu trop de départs, même sur les sujets les plus techniques. Donc c'est assez cool. Merci aussi à toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de ce webinaire, hein, que ce soit côté AFR, Juliette Sterwen, voilà, donc côté Scaleris aussi, on a organisé tout ça, donc c'est assez cool. Et donc du coup là, le prochain webinaire aura lieu le 11 février. Il sera animé donc par Marie Viguet et Emmanuel Duché. Et puis, donc, je sais pas, Sarah, si tu veux peut-être rentrer un peu plus en détail sur le contenu de ce webinaire ou si on peut peut-être laisser la surprise. Je ne sais pas. Oui, on laissera un petit peu de surprise. En tout cas, ce sera Disclosure, ce sera la mise en œuvre opérationnelle. On va essayer on espère d'ici là qu'on aura même du nouveau côté RTS, qu'on aura du nouveau côté réglementaire pour pouvoir vous donner du tout frais, tout simplement. Après ça dépend pas de nous, mais en tout cas, voilà, sachez que ce premier rendez-vous sera un rendez-vous mensuel. On fera Disclosure le mois prochain. On parlera probablement de data au mois de mars. Bref, on espère faire grandir la communauté, avoir du monde à nos côtés et de plus en plus au fil des mois. En tout cas, voilà, merci d'avoir été à nos côtés. On vous souhaite un excellent déjeuner, une excellente fin de semaine et merci aux organisateurs et à nos participants. À bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.